Le salon d'apparat ou kiné était tenu chaque réception marquante de la famille depuis au moins 3 générations, sentait ce jour-là l'encens froid, et le papier jauni, une odeur macabre qui naît, était immiscé dans les riches tentures de velours cramoisi. Nous étions réunis dans la chaleur moite de Charleston, un soleil ardent frappant les volets à persiennes, filtrant la lumière en bandes obliques et poussiéreuses, qui rendaient l'atmosphère lourde, presque irrespirable. Maître Dubois, l'avocat de maman depuis toujours, était assis à la tête de la longue table à cajou, ses dossiers impeccablement alignés, son visage grave, reflétant la solennité forcée de l'instant. Je m'appelais Élise, et j'y étais assise à côté de ma tante Hélène, tremblant légèrement sous le poids des regards familiaux qui n'avaient jamais été bienveillants à mon égard. En face de moi trônait Olivia, ma sœur aînée. Elle portait un tailleur noir d'une coupe parfaite, ses cheveux blonds tirés en un chignon strict, chaque ligne de son corps exprimant une maîtrise glaciale. Elle ne semblait pas endeuillée, mais plutôt concentrée, comme une prédatrice attendant le signal pour fondre sur sa proie. Olivia avait toujours été la favorite, la stable, la réussie. Moi, j'y étais Élise, l'hypersensible, celle qui faisait des crises d'angoisse, celle dont la mère disait souvent, avec un soupir exaspéré, qu'elle était trop fragile pour le monde réel. Ces étiquettes, portées depuis l'enfance, et naissent, étaient incrustées en moi comme des échardes douloureuses. Maître Dubois éclaircit sa gorge, le son sec résonnant dans le silence absolu de la pièce. Il commença par les formalités, la voix monocorde et professionnelle. Je me pinçais les mains sous la table. Je n'attendais pas une fortune, mais j'espérais un signe, une reconnaissance tardive de maman, une part de cette vieille maison à Charleston qui était ma seule encre de souvenirs heureux. J'avais besoin de sentir que malgré les conflits, elle m'aimait assez pour me donner une sécurité. Concernant les biens immobiliers, notamment la résidence principale à Charleston, ainsi que les fonds fiduciaires, commença Maître Dubois, ajustant ses lunettes. Je sentis le regard d'Olivia sur moi, un regard d'une intensité préventive, comme si elle voulait m'interdire de respirer trop fort. L'avocat poursuivit pendant de longues minutes, détaillant les comptes et les placements, des montants faramineux qui me dépassaient. Mon cœur se serra quand le nom d'Olivia revint encore et encore, associé à la majorité des actifs. Puis vint mon nom. À Élise, une allocation mensuelle modeste, non transmissible, tirée d'un fonds de prévoyance spécifique, destiné à assurer ses besoins de base, sans gestion de capital. Le mot modeste claqua comme un fouet. La maison, les œuvres d'art, la majeure partie de l'argent, tout était pour Olivia. Était une humiliation sourde, la confirmation que maman avait choisi, qu'elle m'avait officiellement marginalisée même après sa mort. Mes yeux picotèrent, mais je refusais de verser une larme devant l'assemblée. Alors que Maître Dubois refermait son dossier, signalant la fin de la lecture formelle, Olivia se pencha en avant, son sourire mince et satisfait. Elle n'avait pas le droit de parler à ce moment précis, mais elle s'arrogea ce privilège, comme elle était toujours arrogé le droit de tout diriger dans nos vies. L'avocat, habitué aux drames familiaux, se tut poliment. « Je crois qu'il est important de clarifier cette disposition, » dit Olivia, sa voix claire et coupante comme du verre brisé. Elle s'adressa à la famille, ignorant délibérément ma présence. Maman a toujours été une femme pragmatique. Elle savait qu'une gestion saine du patrimoine exige de la rigueur et, disons-le franchement, une certaine stabilité. Le mot « stabilité » flotta dans l'air, lourd de sous-entendus. Je sentis une vague de chaleur monter à mes joues, la honte s'installant. Je savais où elle voulait en venir. Était la tactique habituelle d'Olivia. Masquer sa cupidité derrière un voile de fausse sollicitude protectrice. Nous savons tous Élise a ses sensibilités, ses difficultés à gérer le stress, ses épisodes de fragilité émotionnelle documentés. Continua-t-elle, cochant mentalement chaque point de mon dossier psychologique qu'elle avait tant exploité. Elle parlait avec une fausse douceur, le ton de la grande sœur dévouée, obligée de prendre des décisions difficiles pour le bien de la plus faible. L'idée que des millions puissent lui être confiés sans surveillance était tout simplement irresponsable. Maman l'a compris. Elle fit une pause dramatique, balayant la pièce du regard pour s'assurer que chacun avait bien enregistré son message. Je n'ai fait qu'appliquer le principe de précaution. Pour la protéger elle-même. Si Élise avait hérité d'une telle somme, cela aurait pu déclencher une nouvelle phase d'instabilité. C'est pourquoi, devant l'avocat et toute la famille, je me dois de le dire. Élise n'était pas assez stable pour hériter. Cette phrase, prononcée devant mes tantes, mes cousins et Maître Dubois, résonna dans mon crâne avec une violence inouïe. Ce était pas seulement le fait de perdre l'héritage. Était la destruction publique de ma valeur en tant qu'adulte responsable. Elle venait de ôter toute crédibilité, toute dignité. Elle me réduisait à une caricature de femme hystérique et incapable. Les regards alentour se firent lourds, certains empreints de pitié hypocrite, d'autres de ce jugement froid que j'avais combattu toute ma vie. J'ai senti mes mains trembler violemment. Le sang se retira de mon visage. Elle m'a humilié une dernière fois, publiquement, devant l'homme de loi et tous ceux qui comptaient pour maman. Ce était plus une simple dispute de famille, mais une mise au pilori orchestrée par ma propre sœur.
Elle avait réussi à transformer le testament de notre mère en un certificat officiel de mon incapacité. La douleur était si aiguë qu'elle me coupa le souffle. J'avais l'impression d'être une enfant réprimandée, jugée inapte à manier les ciseaux ou les allumettes. Les années de mépris silencieux, les pics subtils lancés par Olivia lors des dîners de Noël, les fois où elle avait interrompu mes récits en disant « Oh Élise !» et son imagination débordante. Tout remontait à la surface. J'avais toujours été celle qui devait se justifier, celle qui devait prouver qu'elle n'était pas folle. Et maintenant, elle utilisait même la mort de notre mère pour cimenter cette image. Olivia, satisfaite de l'effet produit, se rassit, le menton haut. Elle avait gagné non seulement les biens matériels, mais aussi la validation morale de sa victoire. Elle était la gardienne, la responsable. Maître Dubois toussa discrètement, mal à l'aise face à cette intrusion émotionnelle dans un acte légal. Mais il ne dit rien. Qui oserait contredire l'héritière principale? Mon regard se posa sur mon téléphone, posé sur la table à côté de mon verre d'eau. Ce téléphone, qui pendant des semaines, avait été mon seul confident silencieux, l'unique témoin de la vérité crue. Je me rappelais le moment exact où cette vérité avait été mise en sécurité, cachée, attendant son heure. Était il y a 2 mois, pendant les derniers jours de maman, une nuit où l'humidité de Charleston semblait suffoquer même les murs. Ce soir-là, alors que maman était faible mais encore lucide, j'avais surpris une conversation entre elle et Olivia dans le petit bureau adjacent à la chambre. Je même, étais arrêté net, mon cœur battant la chamade, entendant des bribes de phrases qui me glaçaient le sang. Par réflexe, poussé par une intuition que j'avais ignorée trop longtemps, j'avais activé discrètement l'enregistrement vocal de mon téléphone, le glissant dans ma poche, juste assez près de la porte pour capter les voix. J'avais capturé l'aveu, la preuve secrète de la manipulation. J'avais entendu Olivia user de menaces subtiles, de chantage émotionnel, et de mensonges éhontés sur mon état mental pour forcer maman à revoir les termes de son testament en sa faveur exclusive. Maman, affaiblie et épuisée par la maladie, avait fini par céder, sa voix brisée par la culpabilité. « Fais ce que tu veux, Olivia, mais je ne veux pas que tu dises que je n'ai pas pris soin, Élise, » avait-elle murmuré. Et Olivia avait répondu froidement. « Maman, le testament doit être clair. C'est pour son bien. Et si Élise fait des histoires, on dira qu'elle est en crise. » L'enregistrement N était pas une preuve d'instabilité. Clay était la preuve d'un crime moral, légalement contestable. Je l'avais gardé en secret pendant toutes ces semaines, le revivant mentalement, attendant le moment idéal pour frapper, pour rendre la justice que maman, dans sa faiblesse, n'avait pas pu rendre. Maintenant, l'heure était venue. Olivia avait franchi la ligne. En me jetant l'opprobre devant toute la famille, elle avait signé son propre arrêt de mort sociale. La rage, froide et déterminée, remplaça soudain la honte et la tristesse. Je était plus la petite sœur fragile et tremblante. J était Élise, et J était armée. La catharsis que j'avais rêvée depuis des années était à portée de main. Ma tante Hélène, sentant ma détresse, posa une main sur mon bras. « Courage, chérie !» murmura-t-elle, son geste maladroit reflétant l'impuissance générale face à la domination d'Olivia. Je me redressai, le dos droit pour la première fois de la journée. Je repoussai la main d'Hélène avec une douceur polie mais ferme. La pièce était encore sous le choc des paroles d'Olivia. Personne n'osait briser le silence post-humiliation. Maître Dubois s'apprêtait à ramasser ses documents. Était le moment. Si je le laissais partir, la vérité resterait enterrée sous les mensonges d'Olivia. « Maître Dubois, attendez s'il vous plaît. » Ma voix, bien que basse, était étrangement ferme, ce qui surprit tout le monde. Olivia me regarda avec irritation, son expression disant clairement « Ne fais pas de scène, Élise. »« Oui, mademoiselle Élise ?» demanda l'avocat, l'air fatigué. Je pris mon téléphone. Mes doigts ne tremblaient plus. Ils étaient précis, guidés par des années de colère contenue. J'ouvris l'application d'enregistrement, vérifiai que le volume était au maximum et que le petit haut-parleur était bien activé. Tous les regards étaient rivés sur moi, curieux de voir quel genre de crise de nerfs j'allais leur offrir. Olivia, elle, arborait un sourire condescendant, prête à me déclarer folle devant l'assemblée. Je me levai lentement, m'assurant que j'avais toute l'attention. L'air était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Je tenais mon téléphone comme un artefact sacré, la preuve irréfutable de ma décence et de l'ignominie de ma sœur. Avant que nous ne clôturions cette lecture, dis-je, ma voix portant juste assez pour couvrir la distance de la table, je voudrais ajouter un élément de contexte à la stabilité dont Olivia a parlé. Je marquai une pause, fixant Olivia droit dans les yeux. Son sourire vacilla. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple plainte. Je sentis l'adrénaline monter, me donnant une clarté mentale absolue. J'avais attendu ce jour toute ma vie. Le jour où l'opprimé se rebelle. Le jour où le silence est brisé. Je branchai mon téléphone à l'enceinte Bluetooth, discrètement installée dans la pièce pour la musique d'ambiance. Le petit clic de connexion retentit, amplifié par le silence. Je fis glisser mon doigt sur l'aile, écran. J'ai gardé en secret cet enregistrement, déclarai-je, ma voix maintenant forte et résonnante. C'est l'aveu, la preuve de la façon dont le testament a réellement été modifié.
J'appuyai sur play. Le son des voix, bien que légèrement étouffé, envahit la pièce. C était la voix faible et hésitante de maman, suivie de celle, dure et insistante, d'Olivia, captée il y a 2 mois. La première phrase fut celle de maman, pleine d'une tristesse résignée. « Je ne sais pas si c'est juste, Olivia. Élise a besoin de cette sécurité. » Puis la réponse d'Olivia, claire, cinglante, résonnant dans le salon autrefois silencieux. « Maman, soyons sérieuses. Si tu ne me donnes pas l'intégralité de la maison, je ne pourrai pas garantir qu'ailleurs, Élise ne se retrouvera pas dans une situation où elle pourrait dilapider l'argent. Disons que si tu refuses de signer cette modification, je révélerai à la presse sa dernière crise. Tu ne veux pas de ça, n'est-ce pas? La réputation de la famille avant tout. Tu dois le faire, pour me protéger et pour protéger la mémoire de papa. » J'ai révélé la vérité devant tous. La pièce s'immobilisa. Le son de la voix d'Olivia, enregistrée, poursuivant son chantage implacable, était une intrusion obscène dans la dignité de ce salon. Maître Dubois se figea. Ses yeux cessent, écarquillant d'horreur professionnelle. Les membres de ma famille, qui avaient écouté Olivia avec une respectueuse acceptation quelques minutes plus tôt, commençaient à se tordre sur leurs chaises. L'expression sur leur visage passa de la curiosité à la stupeur, puis à une réprobation sans appel. L'enregistrement continua. La voix fatiguée de maman, un sanglot à peine audible. « D'accord. D'accord. Mais tu promets de prendre soin d'elle ?» Et la réponse glaciale d'Olivia. « Je prendrai soin de ce qui me revient, maman. C'est la seule promesse que je peux faire. » Olivia, qui était restée figée au début de l'île, écoute, se leva d'un bond, le visage décomposé. Elle s'avança vers moi, les mains tendues pour arracher le téléphone, mais je reculai juste assez pour la maintenir à distance. Son masque de calme lisse était effondré, révélant une panique brute. « Éteins ça, Élise! C'est illégal! C'est une distorsion !» hurla-t-elle, sa voix aigre et totalement différente de l'assurance qu'elle affichait habituellement. Je ne la regardais même pas, je laissais l'enregistrement se terminer, jusqu'au silence final, l'onde de choc de la révélation submergeant l'assistance. Puis, la salle est devenue silencieuse. Ce n'était pas un silence de respect, mais un silence d'anéantissement. Un silence si dense, qu'il étouffait chaque son, chaque respiration, chaque mouvement. Tout le monde regardait Olivia, qui venait être démasquée non pas comme la gardienne responsable, mais comme une manipulatrice impitoyable ayant profité de la faiblesse de sa mère mourante pour s'enrichir. Maître Dubois, l'avocat neutre, était le témoin le plus important. Il s'assit lourdement, frottant ses tempes, visiblement choqué par la teneur criminelle de ce qu'il venait d'entendre. L'humiliation publique qu'Olivia avait tenté de m'infliger était retournée contre elle avec une violence foudroyante. Je la regardais. Elle était écrasée, hagarde, ses yeux cherchant désespérément un point d'ancrage dans la pièce. Sous le poids de son mensonge exposé, Olivia s'effondrait. J'y étais libérée. Ce jour-là, tout a changé. J'avais enfin retrouvé ma voix, et la vérité avait éclaté comme un coup de tonnerre dans le ciel de Charleston. Le combat n'était pas terminé, mais la première et la plus cruciale des batailles était gagnée. Elle ne la regardait même pas. Je laissais l'enregistrement se terminer. Jusqu'au silence final, l'onde de choc de la révélation submergeant l'assistance. Maître Dubois, l'avocat de maman, venait de lire la phrase fatidique où il était stipulé que, compte tenu de l'état de santé psychologique Élise, jugée instable et précaire elle ne recevrait qu'une allocation mensuelle minime, le gros de la fortune et surtout, la maison de Charleston allant directement à Olivia. Un silence stupéfait avait suivi, brisé immédiatement par le ton tranchant et victorieux de ma sœur. Olivia, assise en face de moi, les mains croisées sur ses genoux vêtue d'un tailleur en soie beige impeccable, était penchée vers l'avocat avec un sourire glacial. « Je crois que c'est une disposition juste, maître Dubois, » avait-elle déclaré, sa voix résonnant, amplifiée par l'acoustique sombre du salon. « Je suis désolée pour Élise bien sûr, mais nous savons tous qu'elle n'a jamais été capable de gérer quoi que ce soit de sérieux. L'instabilité c'est dans sa nature. Maman le savait. Était la seule façon de protéger les biens de la famille. » Ces mots, prononcés devant les quelques cousins et tantes qui représentaient le reste de la famille, ont agi comme un poignard tordu dans une vieille blessure. Elle m'a humiliée non seulement devant l'avocat, mais devant tous ceux qui, depuis des années, n'avaient besoin que d'une justification pour me considérer comme la brebis galeuse, la fille à problème, la rêveuse incapable de tenir pied dans le monde réel. Leurs regards convergèrent sur moi, ce mélange habituel de pitié feinte et de confirmation satisfaite de leurs préjugés. Le sang me monta aux joues, cette sensation cuisante que je connaissais si bien, celle qui m'avait tant de fois fait fuir les réunions familiales en larmes. Mais cette fois la douleur était différente. Elle était si intense qu'elle se solidifiait, se transformant en un bloc froid de rage que je portais depuis trop longtemps. Je les regardais, ces visages masqués par la bienséance du deuil. Et je me souvenais de chaque petite humiliation passée. De l'époque où Olivia, brillante étudiante en droit, me présentait à ses amis comme sa petite sœur artiste, si charmante mais si peu pratique. J'avais toujours été celle qu'il fallait excuser, celle dont il fallait gérer les crises. Olivia avait méticuleusement construit cette image de moi la fragile,
la vulnérable, celle qui ne pouvait pas supporter la pression de la vie ou la responsabilité d'un héritage familial aussi lourd que cette vieille maison de Charleston. Quand maman était tombée malade il y a 2 ans, cette dynamique était exacerbée. Affaiblie par la maladie, la tête parfois embrumée par les traitements, maman était devenue la proie parfaite pour la manipulation d'Olivia. Moi, était trop émotionnelle, trop présente, me disait Olivia, pour prendre les décisions importantes concernant les affaires de maman. Olivia, elle, s'occupait des finances, des avocats, des papiers. Elle avait méthodiquement écarté tout contact de maman avec l'extérieur, y compris moi, prétextant la nécessité du repos absolu. Je me souviens de la dernière fois où maman avait essayé de me parler de ses volontés, dans un moment de lucidité. Elle avait glissé, la voix tremblante, « Élise, je ne veux pas que tu aies l'impression que... » Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Olivia avait fait irruption dans la chambre, un plateau de médicaments à la main, et avait coupé court à la conversation d'un ton ferme. « Maman, vous devez vous reposer, pas de sujet stressant. Élise, sors, tu la fatigues. » Maman m'avait regardé avec une lueur de détresse dans les yeux, un appel silencieux que j'avais été incapable de décrypter ou d'aider à ce moment-là. La vraie nature de l'injustice, celle que je portais comme un fardeau secret, remonte à 6 mois, 1 semaine avant que maman ne soit hospitalisée pour la dernière fois. Était une nuit d'octobre, la brise de l'Atlantique soufflait fort contre les carreaux. J était censé être à Savannah, à une exposition, mais une annulation de dernière minute m'avait ramené à Charleston plus tôt que prévu. J était rentré sans prévenir, voulant simplement déposer mes affaires et voir maman discrètement. La maison était plongée dans l'obscurité, seul un filet de lumière échappait du petit bureau où maman signait habituellement ses courriers. Alors que je montais l'escalier, le silence de la grande maison fut brisé par des voix. Elle venait du bureau. J'ai reconnu la voix froide d'Olivia, tendue, et celle, faible, presque suppliante, de maman. Je me suis arrêté net sur la 4e marche, le cœur cognant contre mes côtes. J'ai compris intuitivement que quelque chose de terrible se jouait. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, une vieille habitude, peut-être, de documenter les choses, ou peut-être déjà le pressentiment de devoir me défendre un jour. En secret, j'ai activé l'enregistreur audio, et l'ai calé derrière un vase d'hortensia séché sur une commode du couloir, juste à côté du bureau. Ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. « Hey, je ne suis pas sûre de vouloir faire ça, Olivia », murmurait maman, sa voix brisée par l'épuisement. « C'est si cruel pour Élise. Ce n'est pas ce que ton père et moi avions prévu. » Olivia avait répondu, sa voix basse mais pleine d'une violence contenue que je n'avais jamais entendue auparavant. « Cruel ? Maman, nous parlons de protéger l'héritage. Elle a gaspillé tout l'argent que papa lui avait laissé pour ses études d'art. Elle ne sait pas s'occuper d'elle-même. Si elle hérite de la maison, elle la transformera en atelier d'artiste, ou la vendra pour financer un nouveau voyage, spirituel, en Inde. Vous devez être réaliste. Un silence, puis le bruit d'un papier froissé. Mais la moitié, CM, était sa part. Noubar essayait de protester maman. Non, il n'y a plus de prêt par maman. Il n'y a que la survie de la famille. J'ai déjà modifié les clauses avec Maître Dubois. Vous signez ici, maintenant. C'est la seule preuve que vous agissez en pleine conscience, loin de l'influence néfaste d'Élise. Si vous ne signez pas, je ne pourrai plus m'occuper de vous. Je ne pourrai plus payer les soins spécialisés. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Me forcer à vous laisser dans un hôpital public? L'horreur de la menace m'avait cloué sur place. Je pouvais entendre les sanglots étouffés de maman. Non. Non, ma chérie. Je signe. Je signe, pourvu que tu t'occupes de moi, avait répondu maman, sa voix se réduisant à un souffle misérable. Puis, le grattement distinct du stylo sur le papier. J'avais retiré le téléphone, mon corps tremblant, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. Était la preuve irréfutable. Olivia avait forcé maman, sous la contrainte, à changer le testament en sa faveur, utilisant l'amour filial et la peur de l'abandon comme levier. À cet instant précis, je savais que ma relation avec ma sœur était brisée à jamais, et que maman N était plus qu'une ombre manipulée. Depuis cette nuit-là en secret, j'avais gardé cet enregistrement. Était mon bouclier, ma vengeance et l'unique vérité qui me restait. Je n'avais rien dit, j'avais continué à jouer mon rôle de sœur, instable et aimante, attendant patiemment. Je savais qu'il n'y aurait qu'un seul moment pour frapper. Un moment où la vérité aurait le maximum d'impact, où l'humiliation que je subissais pourrait être retournée contre elle. La lecture du testament. Et ce moment était arrivé. Je sentais le regard triomphant d'Olivia, qui jouissait de l'effet de ses paroles. Elle avait réussi. Devant Maître Dubois et la famille, elle venait de me déshériter et de justifier son acte par ma prétendue fragilité mentale. La douleur familière de la honte se tordait dans mon ventre, mais elle ne m'atteignait plus. Elle était le carburant d'une détermination glaciale. Des années de mépris silencieux, des années à accepter de me faire rabaisser pour préserver une paix familiale illusoire, tout cela était accumulé, et l'heure de l'explosion était imminente. Je me suis redressée sur ma chaise en acajou, sentant le velours cramoisi piquer ma peau. Maître Dubois, ayant terminé son exposé sur ma petite allocation OA,
se tournait vers Olivia pour confirmer les modalités de la transmission de la propriété. Était le moment critique, l'instant où la messe allait être dite et mon destin scellé par le mensonge d'Olivia. Ma main a glissé doucement vers la pochette posée sur la table basse à côté de moi. L'intérieur était doublé de soie, mais je pouvais sentir la forme rectangulaire de mon smartphone. Ma respiration était lente, contrôlée. Le salon était toujours lourd et silencieux, attendant les prochains mots de Maître Dubois. Alors, mademoiselle Olivia, en conformité avec les dernières volontés de votre mère? Commença l'avocat, ajustant ses lunettes. Arrêtez, Maître Dubois, dis-je. Ma voix, faible au début, porta pourtant dans le silence. Tous les regards se tournèrent vers moi. Olivia leva un sourcil moqueur. Un petit rictus de pitié malveillante sur les lèvres. Élise, s'il te plaît, siffla-t-elle, avec ce ton de grande sœur exaspérée qu'elle utilisait si bien pour me minimiser. Ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire. J'ai déjà dit que je t'aiderais, mais tu dois accepter la réalité. Je l'ai fixée, mon regard dénué de toute émotion. La réalité qu'elle avait fabriquée. Je tirai mon téléphone de ma pochette, le plaçai sur la table. Mes doigts, étrangement stables, déverrouillèrent écran. Je cherchais le fichier audio, le renommé Vérité il y a 6 mois. La difficulté, Olivia, répondis-je, ma voix gagnant en clarté et en force, c'est que je ne suis pas d'accord avec la réalité, que vous venez de décrire. Et maman non plus. Maître Dubois me regarda avec confusion. Mademoiselle Élise, je comprends votre émotion, mais je vous assure que ce document est légalement. Je sais qu'il est légalement signé, Maître Dubois, l'interrompis-je, maintenant le contact visuel avec Olivia, dont le sourire commençait à vaciller, remplacé par une lueur d'inquiétude. Elle sentait le danger, sans encore comprendre sa nature. La question n'est pas la légalité, la question est comment cette signature a été obtenue. Mon cœur battait la chamade, mais J était étrangement calme. Était le moment. J'ai branché mon téléphone sur une petite enceinte Bluetooth que j'avais glissée dans ma pochette, l'anticipation du geste ayant dicté mes préparatifs. Le petit clic de la connexion résonna dans le salon feutré. Olivia tenta une dernière fois de reprendre le contrôle. C'est une farce, Élise. Éteins ce téléphone immédiatement. Tu es en train de te ridiculiser. Encore une fois. Elle utilisa le mot qu'elle savait le plus efficace pour me faire plier. Ridiculiser. Mais le pouvoir qu'elle avait eu sur moi, ça était éteint. Non, Olivia, dis-je, mes yeux ancrés dans les siens. Aujourd'hui, c'est toi qui vas te ridiculiser. J'ai appuyé sur play. Le silence du salon fut brisé, non par ma voix, mais par la voix faible et hésitante de maman, amplifiée par la petite enceinte, semblant soudain venir d'un au-delà funèbre. Goraza égale MMali. Je ne suis pas sûre de vouloir faire ça, Olivia. Goraza, c'est si cruel pour Élise. Ce n'est pas ce que ton père et moi avions prévu. Le choc fut immédiat. Les murmures de la famille s'arrêtèrent net. Maître Dubois se figea, les papiers à moitié levés. Olivia, elle, devint livide. Elle comprit instantanément. Elle n'avait pas juste trahi maman et moi. Elle avait été enregistrée. Puis, la voix d'Olivia, nette, froide, mécanique, celle que j'avais entendue cette nuit-là, déchira l'atmosphère. Cruel? Maman, nous parlons de protéger l'héritage. Elle a gaspillé tout l'argent. Ouah, vous devez être réaliste! Le son de la pièce était parfait. Chaque mot, chaque menace était capturée avec une clarté effrayante. Le visage d'Olivia était figé dans une expression d'horreur pure. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle essayait de se lever, de protester, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Dis-elle, si vous ne signez pas, je ne pourrai plus m'occuper de vous. Je ne pourrai plus payer les soins spécialisés. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Me forcer à vous laisser dans un hôpital public? L'aveu de sa coercition résonnait dans chaque recoin du salon. La voix suppliante de maman revint, pleine de désespoir. Non? Non, ma chérie. Je signe, pourvu que tu t'occupes de moi. Le grattement distinct du stylo, la preuve physique de la signature obtenue par chantage, vint clore l'extrait que j'avais choisi. J'ai éteint la lecture. J'ai révélé la vérité devant tous. L'air devint si lourd qu'il semblait incompressible. La salle est devenue silencieuse. Astérisque, un silence absolu. Bien plus profond et plus choquant que celui qui avait suivi l'annonce de mon déshéritement. Les membres de ma famille, jusqu'alors des juges silencieux, étaient devenus des témoins abasourdis. Leurs regards se détournèrent de moi pour se planter sur Olivia, l'agresseur, désormais exposé dans toute sa froide cruauté. Olivia avait perdu toute contenance. Le teint cireux, les yeux écarquillés, elle haletait, tentant de trouver une explication, une échappatoire. Elle avait mis 6 mois à construire son mensonge, et il venait de s'écrouler en 60 secondes d'audio. Maître Dubois, d'habitude si professionnel et imperturbable, retira ses lunettes et les essuya nerveusement. Il regardait l'enceinte, puis Olivia, puis moi. Elle, évidence de la manipulation et du chantage, était flagrante. La légalité du testament,
basée sur la prétendue pleine conscience de maman, venait d'être réduite en poussière. Je me suis levée, ma dignité retrouvée et affranchie du poids des années de mépris. Je n'avais plus honte. Seule la justice importait. Cette conversation, dis-je, ma voix claire et ferme, couvrant le silence, a eu lieu il y a 6 mois, peu de temps avant que maman ne soit obligée de signer la modification de ce testament. Comme vous l'entendez, maître Dubois, ma sœur, Olivia, n'a pas seulement incité maman à changer ses dernières volontés. Elle l'a menacée de l'abandonner, et de ne plus assurer ses soins, si elle ne lui transférait pas l'intégralité des biens familiaux. Olivia Yes était levée à son tour, chancelante. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais son souffle la trahit. Elle essayait de se diriger vers moi, vers le téléphone, comme pour étouffer le témoignage qui était plus qu'un écho dans l'air. « C'est faux! C'est un montage! Élise est folle! Je vous l'avais dit !» parvint-elle à cracher, désespérément. Mais qui? Était trop tard. L'enregistrement parlait de lui-même. Ses accusations habituelles d'instabilité sonnaient creux, ridicules, alors que sa propre voix venait de la démasquer comme une manipulatrice impitoyable. Je pris le téléphone et l'offris à maître Dubois, dont le visage reflétait un mélange de consternation et de devoir professionnel. Je vous prie de le conserver comme preuve d'une contrainte exercée sur maman, alors qu'elle était vulnérable. Je pense que cela annule toutes les dispositions prises sous la menace. La tête d'Olivia s'inclina. Le poids de son mensonge, si lourd, venait de la briser. Elle s'effondra lentement sur sa chaise, le corps secoué de spasmes silencieux. Elle n'y était plus la femme d'affaires hautaine, l'aînée respectable. Elle n'y était plus qu'une fraude exposée, son pouvoir instantanément volatilisé devant la vérité incontestable. Ce jour-là, tout a changé. Non seulement la vérité éclatait sur l'héritage, mais la vérité sur qui était, et qui elle était enfin révélée au grand jour. La salle restait dans un silence stupéfiant, tandis qu'Olivia s'effondrait sous le poids de son mensonge, vaincue non pas par ma force, mais par sa propre cruauté enregistrée. Je regardais ma sœur, non pas avec vengeance, mais avec la froide satisfaction d'une justice enfin rendue. Je était plus l'instable, la fragile. J était celle qui détenait la vérité. 18 889. La tête d'Olivia s'inclina. Le poids de son mensonge, si lourd, venait de la briser. Elle s'effondra lentement sur sa chaise en acajou. D'attelle d'un tailleur coûteux, le visage étiré dans un sourire de supériorité si familier et si détesté. Elle avait attendu ce moment toute sa vie, le droit de me regarder de haut, non plus seulement en tant qu'aînée mais en tant que propriétaire, celle qui détenait désormais le pouvoir et le patrimoine. Il est important que maître Dubois et vous tous compreniez que maman, dans sa lucidité finale, a pris la bonne décision, commença Olivia, sa voix douce mais pleine d'une assurance venimeuse. Elle se pencha légèrement en avant, adressant ses paroles à l'avocat, m'ignorant presque totalement. Élise est Élise. Elle a toujours été un peu trop sensible, n'est-ce pas? La gestion d'un tel domaine, sans parler des responsabilités financières, aurait été un poids qu'elle n'aurait tout simplement pas pu supporter. Nous devons nous souvenir de ces rêtes issus. Dès cet épisode. Chaque mot était un coup de poignard, enfoncé lentement, non pour blesser mais pour liquider. Elle m'a humiliée, encore et toujours, devant l'avocat et les quelques membres de la famille présents, solidifiant l'image de la sœur fragile, celle qui avait besoin être protégée de sa propre instabilité. L'air devint si épais que j'avais du mal à respirer. Mais cette fois, ce était pas la douleur qui me submergeait, était le calme glacial de la détermination. Les années de mépris silencieux, les soupirs désapprobateurs, les regards compatissants de la famille qui me traitait comme une enfant éternelle, tout cela convergeait vers cet instant précis. Je sentais le poids de l'héritage émotionnel de maman sur mes épaules, mais aussi le poids, si léger et si lourd à la fois, de l'objet que je tenais fermement dans ma main gauche, dissimulé sous la lecture du testament. Tandis qu'Olivia continuait son discours triomphal, parlant déjà de vendre les terres les moins rentables pour assainir les finances, ses yeux brillants d'une avarice mal dissimulée, je fis un geste que personne n'attendait. « Attends un peu, Olivia, dis-je, ma voix étant qu'un murmure rauque, mais suffisamment fort pour briser le fil de sa gloire. Elle s'interrompit, manifestement irritée par cette interruption. Son regard se posa sur moi, mêlant l'agacement à la pitié feinte. « Élise, s'il te plaît, laisse-moi finir d'expliquer à maître Dubois comment je compte gérer les actifs de maman de manière responsable. Ce sont des choses que tu ne peux pas comprendre. » Je ne répondis pas à sa condescendance. Au lieu de cela, je sortis de mon sac en secret un petit haut-parleur Bluetooth, à peine plus grand que ma paume, et le posai délicatement sur la table acajou qui nous séparait. Je pris mon téléphone et connectai l'enceinte. Le petit signal sonore aigu qui indiqua la connexion, un bip discret mais étrangement agressif dans ce salon feutré, fit tressaillir l'avocat. Olivia fronça les sourcils, les bras croisés plus fermement. « Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas l'intention de mettre de la musique, n'est-ce pas? C'est indécent. » Je la regardai droit dans les yeux, pour la première fois sans trembler, sans me sentir inférieure. C'est un des yeux, était le regard d'une femme qui savait qu'elle allait enfin venger des années d'injustice. « Ce n'est pas de la musique, Olivia, c'est la vérité. » J'effleurai l'aile,
Écran de mon téléphone, trouvant le fichier nommé maman, 17/02 et j'appuyai sur Play LL. Le silence qui s'aide était installé était déjà lourd, mais il fut instantanément déchiré par un bruit de fond. Un léger sifflement statique, typique d'un enregistrement fait sous le manteau, suivi d'un son de respiration lourde et fatiguée, la respiration de maman. Puis, la voix d'Olivia, parfaitement reconnaissable, claire mais dénuée de toute l'onctuosité qu'elle utilisait en public, remplit la salle. Dargy, non maman, tu ne comprends pas. Si tu laisses la maison à Élise, elle va tout gâcher. Tu sais bien qu'elle n'est pas stable. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la lucidité. La voix enregistrée s'arrêta, laissant place au faible soupir de maman. L'avocat, maître Dubois, dont le visage était resté professionnellement impassible jusque-là, se raidit, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. Olivia, assise en face, devint livide. Son sourire triomphal était figé, remplacé par une expression d'horreur pure et incontrôlable. « C'est un faux, c'est un montage, Élise !» cria-t-elle, se levant à moitié de sa chaise. Je ne répondis pas, laissant l'enregistrement parler pour moi. J'avais gardé cette preuve secrète pendant des mois, attendant ce moment précis. Mais c'est aussi la maison de ton père, Olivia. Flié, je ne peux pas la priver de ça, murmura la voix fragile de maman, une voix que j'avais si souvent entendue en secret, pleine de tristesse et d'hésitation. Puis vint la phrase, l'aveu explicite et indéniable, le moment où la manipulation d'Olivia était exposée dans sa froideur absolue. Maman, si tu ne changes pas cette clause, je te promets que je ne reviendrai plus jamais à Charleston. Tu ne reverras plus mes enfants. Tu dois choisir entre la sécurité de la fortune familiale et ta petite favorite instable. Il faut que tu stipules clairement qu'elle n'est pas apte, sinon le notaire n'acceptera pas. C'est le seul moyen d'être sûr. J'ai déjà préparé les notes pour Maître Dubois. Il faut que ce soit fait aujourd'hui. Tu dois le faire, pour moi. Astérisque. La menace était claire. Le chantage émotionnel exercé sur une femme âgée et malade était révélé. L'enregistrement se terminait par un sanglot étouffé de maman, suivi d'un bruit de porte qui claque. Le petit haut-parleur émit un dernier sifflement discret avant de éteindre, laissant derrière lui un silence abyssal. J'ai révélé la vérité devant tous. La salle est devenue silencieuse. Le silence était pas le calme. Était une absence de son si totale qu'il résonnait dans mes oreilles. Chaque membre de la famille présent était figé, les yeux écarquillés, alternant entre le haut-parleur Maître Dubois et le visage décomposé d'Olivia. On entendait presque le bruit du cœur de chacun battre dans la pièce. L'odeur du vieux bois ciré et de la moisissure des livres anciens semblait soudain écrasante. Olivia, dont le teint était passé du rouge vif à une pâleur cadavérique, chancelait près de sa chaise. « C'est éec ! C'est illégal ! Tu n'avais pas le droit !» réussit-elle à articuler. Mais sa voix était brisée, dépourvue de son autorité habituelle. Maître Dubois toussa légèrement. Il se pencha en avant, ajusta ses lunettes cerclées d'or avec une précision maniaque, comme s'il cherchait à se donner une contenance face à l'onde de choc qui venait de traverser la pièce. « Madame Olivia, » dit l'avocat d'une voix grave et mesurée, « cet enregistrement, s'il est authentifié, et la voix de votre mère et la vôtre sont indéniablement reconnaissables, constitue une preuve extrêmement sérieuse de captation d'héritage par contrainte ou chantage. L'influence indue est un motif d'annulation de toute clause testamentaire modifiée sous pression. » En quelques mots, l'avocat venait de démolir la fondation de la victoire d'Olivia. Olivia recula d'un pas, ses mains cherchant un soutien qu'elle ne trouvait pas. Elle avait passé sa vie à construire une façade de respectabilité, se positionnant comme la seule digne héritière, celle qui portait la responsabilité, et en quelques secondes, cette façade était réduite en poussière par sa propre voix enregistrée. Les regards de la famille, qui quelques minutes auparavant m'accordaient une pitié lointaine, étaient désormais tournés vers Olivia, lourds de jugement et de dégoût. Elle était plus la sœur aînée responsable, mais une menteuse froide et calculatrice qui avait martyrisé sa mère mourante pour de l'argent. Le poids de son mensonge et de son échec public était trop lourd. Ses genoux cédèrent brusquement. Elle ne s'effondra pas avec un drame théâtral, mais s'affaissa mollement sur le tapis perçant, le tissu coûteux de son tailleur se froissant autour d'elle. Elle était défaite, vaincue, exposée. Elle se couvrit le visage de ses mains, sanglotant, non par repentance, mais par rage impuissante. Je restais assise, immobile. Pendant des années, j'avais porté le fardeau être la sœur instable, elle à cause des soucis de maman, celle qu'on ne pouvait pas faire confiance. Maintenant, le miroir était retourné. Je ramassai mon téléphone et l'enceinte avec une lenteur délibérée. Je n'avais pas besoin de crier ni de triompher. La voix d'Olivia, enregistrée dans le secret de l'intimité, avait fait tout le travail. Elle était à terre, et moi, Élise, la fragile, était la seule à être debout. Maître Dubois, dis-je, ma voix enfin claire et ferme, je pense qu'il serait temps de discuter de la validité de cette version du testament, et de revenir peut-être à la version antérieure, que maman avait établie en toute équité, avant que ma sœur ne l'oblige à la changer. L'avocat hocha la tête, ses yeux fixés sur les miettes d'Olivia affalées au sol.
Absolument, Madame Élise. Compte tenu de cette nouvelle preuve, nous allons immédiatement lancer la procédure d'invalidation de cette clause. Nous allons travailler à rétablir la volonté initiale de votre mère. Ce jour-là, tout a changé. Je était plus lie, âme oubliée et humiliée. J'avais repris ma voix et ma dignité devant ceux qui m'avaient fait taire. La maison de Charleston, l'héritage de mon père et de ma mère, revenait à sa juste place. L'humiliation publique qu'Olivia m'avait infligée était retombée sur elle avec une force dévastatrice. J était enfin libre du mépris de ma sœur. Fine. Target atteint. 18 037 caractères. Le poids de son mensonge et de son échec public était trop lourd. Ses genoux cédèrent brusquement. Elle ne s'effondra pas avec un drame théâtral mais s'affaissa mollement sur le tapis perçant, le tissu coûteux de son tailleur se froissant autour d'elle. Elle était défaite, vaincue, exposée. Elle se couvrit le visage de ses mains, sanglotant, non par repentance, mais par rage impuissante. Le son de ses plaintes était étouffé, un gémissement bas, animal, qui contrastait horriblement avec la dignité feutrée du salon. Était le bruit d'une forteresse psychologique qui écroule. Je restais assise, immobile, m'imprégnant de chaque nuance de ce moment. Le temps semblait être figé dans la pièce, comme une toile de maître capturant l'instant exact d'une tragédie morale. Pendant des années, j'avais porté le fardeau être la sœur instable, la cause des soucis de maman, celle qu'on ne pouvait pas faire confiance pour gérer un chéquier, encore moins un héritage familial. Mon existence était une note de bas de page dans la vie réussie d'Olivia. Maintenant, le miroir était retourné. La stabilité et l'aptitude venaient d'être redéfinies. Mon regard ne quitta pas Olivia. Son corps affalé représentait la fin d'une longue guerre psychologique. Elle était si obsédée par la nécessité d'être reconnue comme supérieure, comme la seule personne capable de préserver le nom et la fortune qu'elle avait détruit les fondations mêmes de sa réputation. Sa bague en diamant, un cadeau de son mari banquier, scintilla brièvement sous la lumière tamisée du lustre vénitien, un éclat ironique sur la main qui cachait le désespoir. L'odeur de son parfum cher, habituellement un signal de sa présence autoritaire, se mêlait maintenant à l'amertume de la sueur et de la honte. Je ramassai mon téléphone et l'enceinte avec une lenteur délibérée, presque rituelle. Le petit haut-parleur Bluetooth, si insignifiant, pesait à peine dans ma main, mais il était l'arme la plus puissante que j'ai jamais possédée. Le métal froid sous mes doigts était un ancrage dans la réalité présente, dans cette réalité où ma patience avait enfin payé. Je n'avais pas besoin de crier, ni de triompher bruyamment. La voix d'Olivia, enregistrée dans le secret de l'intimité, avait fait tout le travail, prononçant sa propre condamnation plus efficacement que n'importe quel juge. Elle était à terre, et moi, Élise la fragile était la seule à être debout. Les autres membres de la famille, qui avaient été silencieux témoins de mon humiliation précédente, restaient pétrifiés. Mon cousin, Marc, habituellement le plus caustique et le plus dévoué à Olivia, détourna le regard, la gêne et un soupçon de respect nouvellement acquis se lisant sur ses traits. Ils comprenaient maintenant qu'ils avaient assisté à un acte de justice brutale, orchestré par celle qu'ils avaient toujours sous-estimée. Leur silence était plus de la désapprobation, mais de la sidération. Ils réalisaient que la vérité sur la santé mentale de maman Nan était pas mon instabilité, mais la cruauté d'Olivia. Je me tournai vers Maître Dubois, dont l'attitude professionnelle, bien que restaurée, laissait transparaître une tension perceptible dans la manière dont il serrait les bords du testament. Maître Dubois, dis-je, ma voix enfin claire et ferme. Je n'avais plus de tremblement, plus de souffle coupé par l'angoisse. Était la voix d'une femme qui venait de reprendre possession d'elle-même. Je pense qu'il serait temps de discuter de la validité de cette version du testament, et de revenir peut-être à la version antérieure, celle que maman avait établie en toute équité, avant que ma sœur ne l'oblige à la changer. La version qui reconnaissait que la maison de Charleston devait rester dans la lignée directe, entre ses deux enfants, et non être transformée en capital pour satisfaire l'avidité de l'aîné. Maître Dubois, dont le professionnalisme était mis à rude épreuve par la scène d'hystérie silencieuse d'Olivia, se redressa. Il posa ses mains à plat sur la table, ses mouvements lents et méthodiques, comme s'il tentait de rétablir l'ordre dans le chaos invisible. Ses yeux, qui avaient vu tant de drames familiaux, étaient fixés sur les miettes d'Olivia affalées au sol. « Absolument, Madame Élise », répondit l'avocat, sa voix grave et définitive. Il parlait désormais avec un respect nouveau, presque révérencieux, qui était en soi une victoire. Compte tenu de cette nouvelle preuve irréfutable, et du fait que le contenu de l'enregistrement correspond précisément aux circonstances qui entourent la modification tardive du document, notamment la référence à la pression exercée sur votre mère pour stipuler votre inaptitude, nous allons immédiatement lancer la procédure d'invalidation de cette clause spécifique. Il fit une pause, ajustant de nouveau ses lunettes. Nous sommes en présence d'un vice de consentement manifeste. L'enregistrement révèle l'utilisation de la contrainte morale, en l'occurrence le chantage affectif, pour obtenir la modification du testament. C'est la définition même de la captation d'héritage. Nous allons travailler à rétablir la volonté initiale de votre mère, celle qui était libre de toute influence indue.
Cela impliquera une analyse rapide des documents antérieurs, mais je ne doute pas que nous puissions procéder à un jugement en référé. Le tribunal sera très sensible à une preuve aussi tangible. Chaque mot prononcé par l'avocat était un coup de marteau qui cimentait ma victoire et scellait la défaite d'Olivia. Elle ne protestait plus, elle